On a prévu donc la discussion après les communications. Nous appelons le docteur Jean-Jacques Avran du Conseil de l'Ordre pour une présentation de 15 minutes. Merci. Bien. Oui. Alors, bonsoir, bonjour. Écoutez, j'étais déjà venu l'année dernière, je ne sais pas si ça marche. Impeccable, c'est parfait. J'étais déjà venu l'année dernière participer à votre réunion et je suis très heureux d'être encore de nouveau avec vous aujourd'hui. Pour faire un lien avec la démographie, je dirais que la démographie n'est pas forcément liée en liaison avec les problèmes que nous pouvons avoir sur les territoires, puisque Paris, dont je préside l'ordre, est certainement le département le plus riche en médecins, puisqu'on représente en gros 9% des effectifs totaux de médecins français. Et ben, malgré cela, nous avons des déserts médicaux, nous avons des zones en difficulté, surtout c'est vrai au niveau de la médecine générale, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de pouvoir satisfaire les besoins actuels, et vous le savez tous. Alors si ici vous êtes la maison de la chirurgie, j'aurais tendance à dire que l'ordre est la maison de tous les médecins et qu'à l'ordre nous suivons en fait le médecin de ses débuts jusqu'à sa retraite et après. De ses débuts, puisque alors que les médecins s'inscrivent au moment du clinica, quand ils rentrent en clinica, alors je vais peut-être passer, je sais, voilà. Donc au niveau du clinica, je reviendrai là-dessus. C'est très important et nous essayons d'inscrire tout le monde avant le 1er novembre, démarrage du clinica, pour des problèmes de secteur. Vous savez bien que si vous n'avez pas les 2 ans complets, il est compliqué après de pouvoir demander le secteur 2. Et donc il est très important, et pour nous c'est un challenge de réussir à inscrire avant le 1er novembre l'ensemble de nos confrères avant qu'ils ne commencent leur clinica. La nouveauté aujourd'hui, c'est que même les internes maintenant ont le devoir de passer par l'ordre où ils ont un numéro qui leur permettra après, un numéro qui les suivra et qui leur permettra après de continuer tout au long de leur carrière avec ce numéro. Alors qu'est-ce que c'est l'ordre ? L'ordre est au service des médecins dans l'intérêt des patients. Il assure la défense et l'honneur, l'indépendance de la profession médicale. Et c'est la seule institution française qui rassemble et fédère l'ensemble des médecins, quel que soit leur mode d'activité, quelle que soit leur spécialité, quel que soit leur statut, leur âge. Et donc tout le monde peut se retrouver à l'ordre, quel que soit son type d'exercice. L'ordre est défini par le Code de santé publique. Il veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de déontologie prévu par le Code de santé. Alors c'est vrai que pendant très longtemps, et encore maintenant, on entend mais qu'est-ce que c'est l'ordre, qu'est-ce qui nous embête, on va être clair, à quoi ça sert ? Moi qui suis à l'ordre depuis maintenant une bonne dizaine d'années, je peux vous dire que ce discours, je l'espère et je le vois, a beaucoup changé. On essaye d'être au plus proche des médecins, de leurs préoccupations et de les aider au mieux, comme vous allez le voir par la suite. Donc le rôle moral de l'ordre, qui est plus dévolu d'ailleurs à l'ordre national plutôt qu'à l'ordre départemental, par exemple, c'est de concevoir et rédiger le code de déontologie médicale, qui est quand même notre Bible, entre guillemets. Il doit adapter aux nécessités de la profession en constante évolution technique, économique et sociale ce code. Et je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Par exemple, il y a eu récemment une modification de l'article 85, et je crois que ça vous concerne tous, puisque c'est la manière d'exercer dans des sites secondaires qui a été très largement libéralisée et qui aujourd'hui suit un autre cursus que précédemment. Le code de déontologie, qui est donc travaillé par l'ordre, proposé par l'ordre et soumis au Conseil d'État, et puis c'est le ministre par décret qui décide qu'il rentre dans la loi, et après nous sommes en charge de le faire appliquer.
Il y a une discussion actuellement, vous l'avez sûrement entendu, sur la publicité, et donc il est vraisemblable, c'est même sûr que ça va évoluer. Ça va évoluer parce que la loi européenne oblige à modifier cette problématique. C'est un bien, je crois il y a des choses qu'il faut faire évoluer. Après, on va voir comment ça va évoluer. Je pense que c'est pas non plus faire n'importe. C'est mon avis. Je crois il faut plus privilégier l'information plutôt que la simple publicité. Et ça, c'est souhaitable et c'est très bien. Vous parliez tout à l'heure d'Internet et de tous les nouveaux moyens de communication. C'est clair que si on ne s'adapte pas, on est tout à fait off. Vous parliez de vieux et de jeunes tout à l'heure. Moi, je pense qu'on n'est jamais vieux ni jamais jeune. Vous le disiez, c'est dans la tête. Et au fond, tant qu'on pratique et on est dans notre activité, on a un devoir au moins de rester jeune dans la tête et de faire ça au mieux de notre pratique. Alors, l'ordre veille donc l'application et le respect du code. C'est un organisme autonome. Nous sommes élus par les médecins, financés par eux seuls, et ça, je crois que c'est notre force, à nous tous. C'est-à-dire que le fait que ce soit la cotisation qui permette à l'ordre d'exister et à l'ordre d'exercer ses prérogatives est une garantie pour l'ensemble des médecins. Et d'ailleurs, on le voit bien parce que certains auraient tendance aujourd'hui à vouloir remettre en cause la juridiction ordinale qui permet de juger les médecins s'ils ont fait commis des erreurs par rapport au code de déontologie. Et je crois que ceux qui aimeraient que cette juridiction puisse éventuellement passer sous la coupe du tribunal administratif ou d'un autre tribunal, je crois que ça serait une grosse erreur et une grosse faute, et que pour notre profession, tout compte fait, il est comme bien évidemment préférable que ce soit des sachants et les membres de notre profession qui se jugent eux-mêmes et qui puissent ainsi peut-être certainement même mieux analyser les problèmes. Donc les conseillers sont élus par les médecins. Et il n'y a aucune donc tutelle ni aucun contrôle sur l'activité de l'ordre dans ces décisions. Le conseiller naturel des pouvoirs publics, c'est l'ordre. Il permet donc d'être une courroie de transmission entre nos dirigeants, les politiques et notre profession. Bien évidemment, l'ordre aussi est là pour protéger les patients, et donc c'est tout le process des doléances, des plaintes, de l'écoute que nous avons des patients. Et ce que je dis souvent, c'est quand il y a un différend entre un patient et un médecin, dans une très grande majorité des cas, c'est parce qu'il y a un problème de dialogue. Et donc je crois que si on arrive à rétablir le dialogue, pas tout le temps bien évidemment, je ne veux pas dire par là qu'il n'y a pas de faute, mais en tout cas souvent on se rend compte que si on arrive à rétablir le dialogue entre le patient et le médecin, beaucoup de problèmes s'arrangent. Et ça aussi c'est le rôle de l'ordre, de permettre ce dialogue lorsqu'il organise des conciliations et l'ensemble des rencontres qu'on peut faire. Donc l'ordre a aussi, bien évidemment, un rôle administratif. Il tient à jour le tableau. On a parlé de la démographie. Ce tableau, c'est ce qui permet de mettre en place la démographie. Si vous voulez exercer, vous avez une obligation d'être inscrit à l'ordre et d'avoir fait preuve de votre moralité et des compétences requises. Donc quand vous vous inscrivez, vous devez remettre l'ensemble des documents, entre autres vos certificats, votre diplôme et l'ensemble des spécialités que vous avez effectuées, mais aussi il est demandé sur la moralité, savoir si vous avez des condamnations, savoir tout ce que vous avez fait et tous vos cursus, parce que c'est quand même la moindre des choses, je le pense. Donc l'inscription est obligatoire pour pouvoir exercer, sinon vous êtes en exercice irrégulier bien évidemment. Auparavant, les médecins, sauf pour certaines catégories de médecins, par exemple, auparavant les médecins libéraux militaires avaient le choix de s'inscrire ou de ne pas s'inscrire. Aujourd'hui, ils ne doivent pas s'inscrire. Allez savoir pourquoi, la loi a changé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un médecin militaire n'est pas inscrit à l'ordre tant qu'il est dans le cadre de son activité militaire. Le jour où il prend sa retraite, il veut travailler, il s'inscrit à l'ordre pour travailler en libéral. Alors qu'avant, il avait le choix, il pouvait être inscrit et travailler comme militaire en même temps.
D'autre part, on n'est pas obligé d'être inscrit quand on est fonctionnaire de l'État et qu'on travaille pour l'État, mais à condition de ne pas avoir d'acte et de ne pas être en contact avec les patients, puisque à partir du moment où vous êtes en contact avec un patient, vous devez être inscrit à l'ordre. L'ordre vérifie les qualifications, les contrats, puisque tout contrat que vous passez avec une clinique où vous travaillez doit être mis à l'ordre. Alors, en fait, les contrats ne sont pas là, on n'est pas là pour taper sur les doigts, mais on est là surtout pour aider les médecins, parce que je vois certains contrats qui sont où le médecin est totalement exploité, où il accepte des conditions qui sont, entre guillemets, inacceptables. Donc nous sommes là en tant que conseil, on essaye de discuter avec eux, avec nos confrères, on essaie de leur expliquer où est le problème. À Paris, on a un juriste à temps plein, on a des avocats et on a un ensemble de services que tous les médecins parisiens peuvent contacter. On peut avoir un rendez-vous avec un avocat au siège du Conseil de l'Ordre de Paris, on peut discuter avec le juriste de Paris, qui sera toujours là pour vous conseiller, vous aider, et essayer de trouver avec vous les meilleures solutions, tout en sachant qu'après, bien évidemment, c'est le médecin qui décide le type, comment il veut travailler, et le contrat qui passe, à condition que ce contrat soit dans les normes. Il y a aussi, jusqu'à très peu de temps, donc l'ordre contrôlait les demandes et acceptait ou pas les demandes d'exercice secondaire. Aujourd'hui, la loi est changée, puisque dans le cadre d'une libéralisation qu'a voulu le gouvernement, entre autres, la demande d'exercice secondaire se fait juste comme une information, et l'ordre, vous devez vous déclarer 2 mois avant de vous installer, et l'ordre n'a qu'un avis à donner dans les 2 mois pour dire si, et il ne peut intervenir que s'il y a un problème éthique ou de moralité dans le cadre de cet exercice secondaire. Donc c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de s'installer et d'avoir des sites secondaires, quel que soit l'endroit où on travaille. Néanmoins, il faut bien évidemment, il y a des conditions, il y a entre autres la continuité des soins à respecter, c'est-à-dire que c'est compliqué d'être chirurgien en Guadeloupe et à Paris en même temps, parce que je pense que là, il y a peut-être des... Mais ça existe, il y a des médecins qui nous demandent ça. En gros, ils veulent passer leurs vacances en Guadeloupe et ils demandent un site secondaire pour les 2 mois d'été, et bref. Donc, comme je vous le disais, on contrôle les conditions d'exercice en fonction des arrêtés. Alors, ce qui est l'importance de l'ordre aussi, évidemment, et c'est pour ça qu'on a des fois mauvaise presse, mais je crois que ça change aujourd'hui, c'est qu'on est là, on dit souvent, à quoi sert l'ordre? Il est juste là pour m'embêter et me juger. Donc l'ordre a un rôle juridictionnel. Nous, au département, donc, nous recevons les plaintes, nous les étudions, nous organisons les conciliations, et puis cela passe en conseil. Alors il y a 2 types de plaintes, il y a 2 types de catégories. Il y a les plaintes pour les médecins libéraux et les plaintes pour les médecins hospitaliers. Il faut savoir qu'auparavant, avant la loi santé de Roselyne Bachelot, un médecin hospitalier ne pouvait jamais être attaqué. Aujourd'hui, ça a changé. Un médecin libéral, l'ordre est obligé de transmettre la plainte. Il n'y a pas de discussion. On peut s'y associer si on estime qu'il y a une grosse faute déontologique, mais on est obligé de transmettre. Par contre, pour un médecin hospitalier public, c'est l'ordre qui décide s'il défère ou pas le médecin. À ce moment-là, le patient passe la main et c'est l'ordre qui défère et qui porte plainte contre le médecin ou pas, en fonction du fait si on juge qu'il y a une faute déontologique ou pas. Bien évidemment, comme toutes les juridictions, le patient peut faire appel. Si on décide de ne pas poursuivre, il peut aller devant le tribunal administratif, devant le Conseil national, pour demander que justice lui soit rendue s'il estime que nous avons pris une mauvaise décision. Donc, le conseil départemental, lui, en fait, a un rôle d'aiguillage et de conciliation, pour essayer, ce que je disais tout à l'heure, d'arranger les choses, ou pas. Et puis, c'est au conseil régional que se passe la chambre de première instance, où est jugé le médecin. C'est un jugement donc avec un tribunal qui est présidé par un président qui vient souvent du tribunal administratif, entouré de médecins élus, qui sont les juges. Il y a entre 5 et 9 juges généralement, et c'est eux donc qui vont prendre une première décision. Et puis comme toutes les juridictions, il y a possibilité de faire appel devant le national, il y a encore possibilité de faire appel devant le Conseil d'État, tout en sachant que le Conseil d'État, l'appel n'est pas
n'est pas suspensif. Donc ça, c'est classique pour toutes les juridictions et ça se passe de cette manière-là. Donc c'est ce qui est marqué, ce que vous avez là, et tout ça est inscrit bien évidemment dans le code de santé publique, puisque une fois encore, je vous le rappelle, nous avons une obligation, c'est de faire en sorte que le code de santé publique soit respecté. Et des fois les médecins me disent « mais ça je ne comprends pas, c'est pas normal ». Je dis bah, « écoutez, il faudrait que la loi change, et que si la loi change, nous l'appliquerons telle qu'elle sera donnée ». Nous avons un rôle important d'entraide aussi, puisque tous nos confrères qui ont des problèmes, qui ont des difficultés, nous essayons de les aider au mieux. Donc il y a un service d'entraide une entraide qui peut être une entraide morale, une entraide sur des conseils, mais aussi une entraide financière, que ce soit du département, que ce soit du national. Nous aidons régulièrement des médecins quand ils ont ces difficultés-là. Ce sont les difficultés de la vie qui font que nous sommes là pour les aider. De la même manière que nous aidons via des bourses les enfants de médecins décédés. Et il y a une organisation qui s'appelle l'AFEM, je ne sais pas si vous connaissez. L'AFEM, c'est une association qui aide les enfants de médecins. Et donc, il y a des bourses versées pour aider ces enfants quand leurs parents sont décédés, les parents médecins, pour les aider à poursuivre des études, pas forcément médicales, mais en tout cas pour poursuivre des études. La plupart des départements et même le national leur aident et donnent des bourses pour la FEM afin justement d'aider les enfants de nos confrères qui se retrouvent dans ces situations-là. Je voulais vous dire aussi que, outre le fait de la juridiction ordinale où on poursuit le médecin, à Paris, entre autres, nous avons une grosse activité au niveau de la juridiction pénale, puisque d'une part, nous intervenons, puisque tous les pseudo-charlatans qui se font passer pour des médecins, nous les attaquons en pénal pour exercice illégal de la médecine. C'est le cas par exemple de tous les acupuncteurs non médecins, puisque je ne sais pas si vous le savez, on ne peut pas faire de l'acupuncture si on n'est pas médecin. Donc nous attaquons tous ces médecins-là. Nous sommes aussi partie civile dès qu'un médecin est attaqué, déjà pour avoir une vision du dossier, pour savoir ce qu'il en est, et puis pour mieux pouvoir appréhender le problème. Et aussi ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous mettons partie civile aux côtés des médecins quand le médecin est attaqué, quand le médecin a des problèmes. Que ce soit des agressions qu'il subit, parce que malheureusement, de plus en plus, et on a un observatoire qui s'en occupe, de plus en plus de médecins sont attaqués aujourd'hui ou agressés par leurs patients. Et donc nous sommes là à leur côté, et nous, systématiquement, quand le patient nous prévient et qu'il porte plainte en pénal, nous nous mettons à ses côtés en tant que partie civile pour l'assister et l'aider au mieux que nous pouvons. Alors, le conseil départemental gère donc le tableau et la tenue du RPPS, donc le répertoire partagé, s'occupe donc des qualifications, des autorisations, alors c'est plus des autorisations de sites multiples, mais enfin en tout cas des déclarations de sites multiples, contrôle les contrats d'exercice des médecins, s'occupe aussi du RMI, puisque vous avez l'obligation, le laboratoire, de soumettre au Conseil de l'Ordre toutes les relations médecin-industrie. Il y a des barèmes pour ça qui ont été édictés. On doit vérifier que cette relation respecte les barèmes qui ont été édictés, qui sont ceux qui sont acceptés. On s'occupe évidemment aussi des remplacements, des contrats de collaboration, et c'est nous qui donnons l'ordre, les licences de remplacement et donnons un avis aussi sur les remplacements et les collaborations. On gère, comme je vous l'ai dit, les plaintes ordinales sur les médecins inscrits à notre tableau. Nous aidons bien évidemment aussi les médecins quand ils ont besoin de conseils à les orienter. Alors, c'est nous aussi, dans les remplacements, aujourd'hui on est un peu embêtés. Par exemple, on est un peu embêtés pour les stomatos avec la chirurgie orale, puisqu'il va falloir aussi changer, je pense, un peu les choses, parce qu'aujourd'hui dans la loi, un chirurgien oral ne peut pas remplacer un stomato. Or, il n'y a plus de stomatos, c'est des chirurgiens oraux. Donc là, mais je pense que ça va évoluer. Et c'est vrai que des fois, on a ces petits problèmes-là, puisque normalement, on ne peut remplacer qu'un médecin qui a la même spécialité que soi. Donc, qu'est-ce que nous avons comme relation avec les institutionnels? Pour moi, déjà, je me suis battu pendant 2 ans avec la mairie de Paris et Madame Hidalgo, puisque
je ne sais pas si vous avez vu, encore aujourd'hui, on est tous à l'heure, mais il est difficile de circuler dans Paris. Et puis on a décidé qu'il ne fallait plus de voitures, plus rien. Donc pendant 2 ans, j'ai eu un lourd combat avec Madame Hidalgo. J'ai été aidé par la préfecture de police et in fine, au bout de 2 ans, j'ai été reçu par Madame Hidalgo et elle a accepté de nous aider. Alors on va voir, là, cette année, elle ne va pas changer parce que c'est les élections. Donc je pense qu'on est tranquille pour 2020. Mais comme ça se rediscute chaque année, on va voir ce qui va se passer. J'aurais tendance à dire en 2021. On s'occupe aussi bien évidemment des problèmes de crise sanitaire. Bon, mais pour vous donner un exemple, au moment du Bataclan, on a travaillé avec le ministère et la préfecture pour les problèmes d'identité et de reconnaissance, puisque les gens déclaraient au Champ de Mars sous une tente les disparus, et on leur demandait, il y avait une enquête qui était faite, on leur demandait l'identité de leur médecin traitant. Mais bien évidemment, un policier ne pouvait pas appeler le médecin traitant pour lui demander si le patient avait une fracture et une prothèse ou autre renseignement. Donc c'est nous, le Conseil de l'Ordre, qui étions au ministère en collaboration avec eux, qui avons réussi à aider pour pouvoir aider à la reconnaissance des corps dans ce moment tragique. Donc on travaille beaucoup avec eux. On travaille aussi sur ce qui est de la sécurité des médecins, puisque j'ai passé, moi en tout cas, à Paris, et d'ailleurs c'est obligatoire dans tous les départements, un protocole avec le procureur de la République et le préfet, afin de garantir la sécurité des médecins et de permettre justement que dès qu'il y a un problème, on puisse agir. À Paris, entre autres, on a mis en place un système qui fait qu'on a un commissaire référentiel donc par arrondissement, dont on a le numéro direct et qu'on peut joindre dès qu'un médecin a un problème. Ça permet quand même d'aider dans le soutien du médecin et de permettre de résoudre mieux les problèmes. Donc ça c'est en général. Avec la mairie de Paris, bon, le stationnement je vous l'ai dit, il y a aussi l'aide à l'installation. Bon, ça c'est Paris, c'est la mairie de Paris qui l'a mis en place, ils en sont très contents, mais tout le monde sait que ça marche pas très bien. Mais c'est pas grave, on y est aussi avec eux, on les aide quand même. Et on essaye de travailler sur la problématique du système de santé à Paris. On travaille en ce moment, vu la crise, on essaie de travailler sur la relation ville-hôpital qui est compliquée des fois à mettre en place. Je travaille aussi actuellement sur les urgences psychiatriques. Enfin là, ça ne vous concerne pas trop, mais en tout cas, tous ces problèmes-là, on essaye d'y travailler. Et puis, j'ai des bonnes relations avec l'assurance maladie aussi. On essaie par là même de résoudre les problèmes. Souvent, je suis interrogé par des médecins qui ont des soucis avec l'assurance maladie et j'essaie de leur trouver un lien pour pouvoir les aider au mieux et permettre donc que les choses s'arrangent. Au niveau régional, on fait le CODAMU régulièrement. Enfin bon, vous voyez tout ça, c'est toutes les actions de l'ordre. On travaille avec l'Académie de chirurgie et de médecine, puis je suis très heureux d'être là aujourd'hui, avec les URPS. Et donc, sachez qu'en tout cas, à Paris, en permanence, vous avez un conseiller à votre disposition, à votre écoute, et vous avez les services que j'ai évoqués tout à l'heure, que ce soit le juridique ou les avocats, et on essaye de vous informer au mieux via tous les moyens que nous avons, que ce soit l'internet, les informations par net, info et les bulletins. Je vous remercie de votre écoute.